En 2016, les conditions environnementales se sont trouvées réunies pour qu'un événement, rare en Nouvelle-Calédonie, mais de plus en plus fréquent sur la planète, se produise. Le blanchissement massif des coraux. Une anomalie de température de l'eau de mer, de salinité, d'ensoleillement peut déclencher ce phénomène qui s'apparente à une rupture entre deux partenaires dans une relation symbiotique. Un divorce en quelque sorte entre des microalgues et le corail. Ce sont ces microalgues, les zooxanthelles, qui contribuent principalement à la coloration du corail. En l'absence de celle-ci et de leur pigmentation, c'est surtout la couleur blanche du squelette calcaire du corail que l'on découvre alors par transparence. Chaque espèce réagit différemment aux facteurs qui génèrent le phénomène de blanchissement. Certaines espèces vont blanchir très rapidement, alors que d'autres vont résister bien plus longtemps. Au retour à la normale, cette variabilité s'observe aussi quand les colonies coralliennes retrouvent leur santé et leur couleur, à la condition qu'elles aient réussi à survivre jusqu'à ce moment-là. Ce ne sont pas seulement les coraux ayant un squelette calcaire qui fonctionnent en symbiose avec des microalgues photosynthétiques. Les coraux mous, les anémones, les bénitiers, tous ces invertébrés perdent aussi leur partenaire et donc leur couleur en ces périodes de grand stress. Depuis l'apparition du phénomène de blanchissement des coraux, à la mi-février 2016, des suivis aériens et en plongée sous-marine ont été effectués par les scientifiques du centre IRD de Nouméa sur différents récifs du lagon de Nouvelle-Calédonie, pour comprendre l'échelle du phénomène et son évolution dans le temps. Entretien avec Francesca Benzoni, spécialiste des coraux et responsable des missions post-Blanco. Une fois qu'un corail blanchi, il y a trois possibilités en gros. Soit une reprise complète de la symbiose avec les zooxanthelles, donc une reprise de la symbiose et de la coloration du corail, et le corail reprend plus ou moins sa fonctionnalité. L'extrême à l'opposé, c'est une mortalité complète de la colonie. Les conditions environnementales n'ont pas repris la valeur normale suffisamment vite pour permettre à la symbiose de se rétablir. Donc le corail est trop stressé et il meurt. Ce qui se passe à ce point, c'est que la partie de tissu du corail meurt, mais le squelette, lui, la structure reste. Et ce squelette, c'est un territoire libre pour la colonisation de la part de différents organismes. Normalement, les premiers, les pionniers, c'est des algues filamenteuses, des algues incrustantes ou des cyanobactéries. Donc des organismes autres que le corail. Le troisième scénario possible, c'est un scénario intermédiaire dans lequel, suite au blanchissement, on peut avoir une reprise partielle et une mortalité partielle. Les pourcentages de mortalité et reprise peuvent être très variables à l'intérieur de la même colonie. Ce qu'on a, c'est une perte de surface corallienne vivante, mais on garde quand même une diversité génétique liée à l'individu qui quand même continue à vivre. C'est l'avantage de la colonialité. L'Institut de recherche pour le développement a lancé le projet Blanco pour étudier le phénomène et son évolution dans le temps. Un partenaire important de ce projet, c'est l'association Paladelic, avec laquelle nous avons travaillé pour évaluer la méthode à mettre en place et qui nous a apporté des observations très importantes pour comprendre l'ampleur du phénomène. Observations qu'on a pu faire aussi grâce à l'apport du gouvernement qui nous a mis à disposition le navire Amorella pour attendre des récifs éloignés, mais aussi des entreprises locales qui mènent des études environnementaux sur le territoire et qui étaient sur le terrain à l'époque du blanchissement. Plusieurs particuliers ou associations qui ne sont pas forcément scientifiques à la base, qui étaient dans le lagon et qui ont pu
nous fournir des informations intéressantes par rapport au blanchissement, comme dans le cas de Fortune de mer, qui en avril 2016 était dans le lagon à Pueblo et qui a fait une mission sur l'épave de la Seine, un site historique sur lequel effectivement on a de l'information aujourd'hui pendant le blanchissement. Cette information, on a pu la comparer avec les observations scientifiques qu'on a menées pendant la mission Post-Blanco et se rendre compte que, par exemple, sur l'encre de la Seine, nous avons plusieurs organismes accrotants, certains symbiotiques, d'autres pas symbiotiques. Les symbiotiques avaient bien blanchi, comme des corails de feu, comme des coraux mous, et ils ont bien repris leur couleur. Par contre, les récifs autour du site de l'épave, eux, sont beaucoup plus coralliens et ils montrent effectivement les trois possibles scénarios. Donc de la reprise, de la mortalité complète des colonies et aussi de la mortalité partielle avec tous ceux qui encroutent les squelettes après la mort du corail. Le projet de recherche Blanco nous a permis de comprendre l'évolution du phénomène du blanchissement dans le temps pour 1 an dans le lagon sud de Nouméa. Ce projet nous a donné des informations par rapport à la dynamique du phénomène et aux résultats du blanchissement. Donc on a de la donnée quantitative. Pour comprendre si ces scénarios sont valables pour le reste des récifs de Nouvelle-Calédonie, nous avons lancé la campagne Post-Blanco. Donc l'état des récifs coralliens de Nouvelle-Calédonie 1 an après le blanchissement.